Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. À Washington, la princesse Lala Asma renforce la coopération en faveur de l'éducation des enfants sourds. Le Maroc franchit un cap important en développement humain. Guerre en Ukraine, Trump appelle à une trêve d'1 mois. Son Altesse royale, la princesse Lala Asma, a effectué une visite à l'université Gallaudet à Washington, D.C. en compagnie d'une délégation officielle marocaine. Elle a été chaleureusement accueillie par la présidente de l'établissement, Roberta Cordano, au sein du National Deaf Museum. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la Fondation Lala Asma pour les enfants sourds-muets et l'université Gallaudet pour l'engagement en faveur de l'éducation inclusive et l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Une rencontre qui a permis de mettre en lumière les nombreuses initiatives déployées par le Royaume du Maroc en matière de développement humain, en particulier l'attention constante portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux groupes vulnérables et aux personnes à besoins spécifiques. Grâce à ces efforts soutenus, le Maroc s'est affirmé comme l'un des pays pionniers en Afrique et dans le monde arabe dans ce domaine. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bonnie Glick, diplomate et dirigeante d'entreprise. Elle était administrative adjointe et directrice des opérations à l'Agence des États-Unis pour le développement international. Parmi nous également, Mariam Brittel, experte dans le domaine de l'éducation. Elle travaille depuis plus de 20 ans dans le développement des systèmes d'éducation. Elle a consacré sa carrière à garantir que tous les enfants aient accès à une éducation de haute qualité. En seconde partie, nous serons rejoints par le docteur Edmond Gharib, chercheur américain d'origine libanaise et professeur à l'Eliot School of International Affairs de l'université George Washington. Comme à l'accoutumée avec nous, Chris Lapetina, notre chroniqueur et directeur de Focus Consulting. Stratège politique, il travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. Alors bienvenue à tous. Avant d'entamer notre discussion, je vous propose de suivre le compte-rendu de notre correspondante Shourouk Diab. Nous vous écoutons, Shourouk. Dans le prolongement de son engagement humanitaire et éducatif, Son Altesse royale, la princesse Lala Asma, a effectué une visite de travail à l'université Gallaudet à Washington, D.C., institution de renommée mondiale spécialisée dans l'éducation des personnes sourdes et l'innovation en matière d'aide auditive. Accueillie chaleureusement par la présidente de l'université, Madame Roberta Cordano, au National Deaf Museum, Son Altesse a marqué par cette visite une étape déterminante dans le renforcement du partenariat entre la Fondation Lala Asma et l'université Gallaudet. Selon un communiqué publié par la Fondation, cette collaboration vise la création de la première université en Afrique dédiée à l'éducation des personnes sourdes, de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Au cours de sa visite, Son Altesse a inspecté une salle de classe et assisté à la présentation d'un projet mené par des étudiants lui permettant d'apprécier la qualité du modèle pédagogique adopté. Elle a également visité le Motion Light Lab, un laboratoire novateur spécialisé dans la production de livres visuels bilingues, combinant langue des signes et médias numériques pour soutenir l'apprentissage chez les enfants sourds. Son Altesse s'est également rendue au Centre de services académiques aux étudiants, qui assure un accompagnement personnalisé et promeut un environnement d'apprentissage inclusif. Elle a exprimé un vif intérêt pour le développement d'infrastructures similaires au Maroc, afin d'assurer un soutien continu aux élèves sourds tout au long de leur parcours scolaire et universitaire. La visite a inclus un passage au Centre national d'éducation auditive Lawrence Clark, où Son Altesse a assisté à une séance éducative destinée aux enfants sourds et à leurs familles. Elle y a été informée du modèle d'intervention précoce mis en œuvre, axé sur l'acquisition du langage et le renforcement de la communication au sein du foyer. Le point d'orgue de cette visite a été la signature d'un mémorandum d'entente entre la présidente de la Fondation Lala Asma et le président de l'université Gallaudet, ouvrant la voie à une coopération élargie dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'échange de savoir. Cette alliance vise à promouvoir l'intégration des personnes sourdes au Maroc et sur l'ensemble du continent africain. Cette visite incarne l'engagement profond de Son Altesse royale, la princesse Lala Asma, en faveur d'une éducation inclusive et témoigne de sa volonté de garantir l'égalité des chances aux enfants sourds, en parfaite harmonie avec la vision humaniste et solidaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI.
Merci Shourouk. J'ai eu pour ma part l'honneur, aux côtés de l'équipe de l'émission, d'assister à la cérémonie officielle de cet événement majeur organisé à l'université Gallaudet à Washington, D.C. À cette occasion, j'ai conduit une série d'entretiens. Alors je vous propose à présent de découvrir notre échange avec Caroline Salomon, doyenne de la faculté de l'université Gallaudet. Nous sommes profondément honorés d'être présents aujourd'hui à l'université Gallaudet pour célébrer ce grand événement. La présence de Son Altesse Royale, la princesse Lala Asma, aux côtés du corps professoral, illustre l'importance et la portée de ce programme d'envergure qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat solide et durable entre le Maroc et les États-Unis. Cette journée revêt un caractère tout particulier, réunissant responsables, enseignants et étudiants marocains et américains autour des valeurs de coopération, de respect mutuel et de diplomatie constructive. Nous sommes donc heureux de partager avec vous, dans le cadre de votre émission depuis Washington, les temps forts de cette célébration. Il s'agit de conférer aux personnes sourdes les moyens d'agir et de contribuer pleinement à la société. À l'échelle mondiale, les avancées scientifiques sont porteuses d'innovations et de transformations technologiques. Il est essentiel que les personnes sourdes soient incluses dans cette dynamique. Leur perception singulière du monde constitue une richesse qui profite à l'ensemble de la société. Il est donc fondamental de favoriser leur autonomisation. L'université Gallaudet joue un rôle pionnier dans la recherche sur l'acquisition du langage chez l'enfant et l'importance d'un environnement linguistique adapté dès la naissance. Offrir à un enfant une langue dès ses premiers jours est crucial. Et pour les enfants sourds, le langage visuel, notamment la langue des signes, constitue une clé de leur épanouissement. Nos travaux de recherche menés à Gallaudet sont riches et substantiels et nous aspirons à partager ces connaissances avec le peuple marocain. L'un des projets que nous chérissons est la visite du Maroc afin de mieux connaître sa population, de s'imprégner de sa culture et de dialoguer avec sa communauté. Cela nous permettra d'explorer ensemble les moyens de faire progresser l'éducation des personnes sourdes au Maroc. Nous formons le vœu que cette collaboration s'inscrive dans la durée, dépasse les actions ponctuelles et se consolide au fil des générations à venir. Une journée mémorable à tout point de vue. Alors permettez-moi de m'adresser à vous en premier, Chris. Quelle analyse faites-vous de cet événement ? Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un partenariat exemplaire entre le Royaume du Maroc et les États-Unis. La présence de Son Altesse, la princesse Lala Asma, du doyen de l'université ainsi que de l'ensemble du corps professoral témoigne de l'importance accordée à l'inclusion et à la dignité des personnes en situation de handicap. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir deux personnalités de premier plan pour échanger autour de la portée de cet événement majeur. Merci Marc. Vous avez eu l'opportunité précieuse de rencontrer Son Altesse Royale la Princesse et de prendre part à cet événement d'exception. Je suis profondément honoré de pouvoir présenter cette initiative à nos téléspectateurs afin de mettre en lumière les actions significatives menées par la famille royale marocaine aux États-Unis. Vous avez évoqué le terme partenariat pour décrire cet événement et je pense que c'est une notion essentielle dans notre programmation. Car ce dont il est question ici, c'est bien du partenariat entre les peuples et les gouvernements du Maroc et des États-Unis. Un partenariat fondé sur la coopération active et le travail partagé. Les enfants que vous avez rencontrés bénéficieront indéniablement de l'engagement de Son Altesse la Princesse et du soutien constant de la famille royale. Bonnie Glick, vous avez consacré votre parcours professionnel au développement humain au sein de l'USAID. Alors, à la lumière de votre expérience, comment appréciez-vous l'engagement de Son Altesse Royale dans ce projet, ainsi que son action continue depuis près de 5 décennies en faveur des enfants sourds et malentendants, notamment à travers la promotion de l'expertise en langue des signes et le renforcement de l'accompagnement nécessaire à la réalisation de leurs aspirations personnelles et professionnelles? Mark, you know that having participated in Her Royal Highness Princess Marc, comme vous le savez, votre participation à la visite de Son Altesse Royale, la princesse Lala Asma, à l'université Gallaudet vous a permis d'observer de près les perspectives remarquables désormais accessibles aux jeunes malentendants. Tout au long de cette visite approfondie, Son Altesse a pu mesurer l'ampleur des travaux menés par les chercheurs pour accompagner ces enfants et améliorer leur inclusion. Un moment particulièrement émouvant fut sans doute la rencontre entre Son Altesse et les deux étudiants marocains présents sur le campus. Une scène empreinte de joie et de fierté qui témoigne d'un engagement sincère et profond, bien au-delà des messages institutionnels ou des déclarations officielles.
Cette démarche illustre l'importance d'une action concrète et incarnée. J'espère que Son Altesse est repartie avec une vision renouvelée du potentiel qu'a le Maroc pour promouvoir l'inclusion des élèves à besoins spécifiques et pour se positionner comme un modèle de référence sur le continent africain dans ce domaine. Oui, tout à fait. Myriam, forte de votre expérience dans le domaine de l'éducation et de votre engagement en faveur du droit universel à l'éducation, quel regard portez-vous sur l'impact d'une telle initiative dans le renforcement du sentiment de responsabilité collective à l'égard des personnes en situation de handicap? Je vous remercie pour votre question et pour votre accueil. Forte de plus de 20 années d'expérience dans le domaine de l'éducation, je suis convaincue que l'un des fondements essentiels du développement réside dans son caractère inclusif. Le partenariat entre la Fondation Lalla Asma et l'Université Gallaudé illustre parfaitement cette vision. Il ne s'agit pas simplement d'une initiative utile, mais d'un tournant concret où les principes d'inclusion cessent d'être de simples discours pour devenir des actions tangibles. Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet ambitieux dans un pays stratégique de la région, avec l'espoir qu'il constitue un jalon important dans l'éducation des personnes sourdes. Nous aspirons à ce que son impact dépasse ce cadre et contribue à une transformation globale en faveur des personnes en situation de handicap. Et ce, nous l'espérons, n'est qu'un commencement. Commençons par les propos du PDG de la Fondation Lalla Asma qui a déclaré: cette visite à l'université Gallaudet s'inscrit naturellement dans le prolongement de ce parcours porteur d'espoir, en prélude à un projet pionnier et ambitieux, la création de la toute première université en Afrique et au Moyen-Orient, dédiée aux personnes sourdes ainsi qu'aux métiers liés à la surdité. Ce projet reflète une vision profondément humaniste portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, visant à bâtir une société véritablement inclusive dans laquelle chaque citoyen, indépendamment de ses capacités, bénéficie d'un environnement propice à l'apprentissage, à l'épanouissement et à la contribution active au progrès collectif. Des paroles fortes et inspirantes, Boniglic. Alors, quelle est selon vous la portée de cette initiative marocaine visant à créer une université dédiée aux malentendants ainsi qu'aux professions associées? Il s'agit d'un pays qui, bien qu'il ne figure pas parmi les États les plus riches en ressources naturelles, comme le pétrole ou le gaz, a fait le choix stratégique d'adopter une approche globale centrée sur le développement humain. Dans ce contexte, à quel point est-il difficile de concrétiser un tel projet et comment ce modèle pourrait-il s'implanter à l'échelle du continent africain, voire au-delà? Il s'agit là d'une question très importante. Comme vous l'avez justement souligné, Marc, Sa Majesté le roi Mohammed VI et Son Altesse royale la princesse Lalla Asma ont fait le choix résolu de placer le développement humain au cœur des priorités nationales, affirmant la volonté du Maroc d'assumer un rôle de leadership en la matière, tant sur le continent africain qu'au Moyen-Orient. Certes, le royaume ne figure pas parmi les nations les plus riches en ressources naturelles telles que le pétrole ou le gaz. Toutefois, sa politique de coopération internationale, notamment avec des partenaires stratégiques tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ainsi que des pays de l'avant-garde de l'éducation et de la recherche comme les États-Unis, les États d'Europe et plusieurs nations d'Asie, confèrent au Maroc les moyens et l'expertise nécessaires pour concrétiser un projet aussi ambitieux. La création d'une université pionnière dédiée aux personnes sourdes, aux personnes vulnérables et plus largement à celles vivant avec des besoins spécifiques s'inscrit pleinement dans cette dynamique de progrès solidaire et inclusif. Myriam, il est de notoriété publique que le Maroc accueille chaque année plusieurs milliers d'étudiants africains dans le cadre de leur formation académique. Ce type d'initiative a donc un potentiel réel de rayonnement à l'échelle du continent et peut connaître un succès considérable. Il est également important de souligner que l'Afrique compte encore de nombreux groupes vulnérables, tandis que nombre de ces pays sont confrontés à des défis majeurs, notamment en raison du coût élevé de l'éducation. Dans ce contexte, comment un programme d'une telle envergure pourrait-il inciter les communautés locales, y compris les plus isolées, à s'engager davantage dans la promotion d'une éducation inclusive?
Écoutez, ce projet ne se limite pas à la création d'une nouvelle université au service du Maroc et des Marocains. Mon ambition est qu'il devienne un centre régional d'excellence en matière de recherche et d'innovation. Dans un contexte où le Maroc accueille déjà un grand nombre d'étudiants étrangers, cette initiative envoie un signal fort. Elle place les étudiants sourds au cœur d'un projet d'envergure, porteur d'espoir pour des milliers de jeunes à travers l'Afrique et le monde arabe. Notre vision est de faire de cette institution un véritable phare du savoir, irradiant bien au-delà des frontières, en accueillant, formant, puis en accompagnant ces jeunes vers un retour dans leur pays respectif, dotés de compétences solides. Nous aspirons à déclencher une dynamique vertueuse. Cette démarche contribuera à renforcer l'idée d'une éducation inclusive et à ancrer durablement une culture de l'innovation dans la région. Je vous remercie. Le magazine Newslooks a récemment consacré un reportage spécial à la visite de Son Altesse Royale, la princesse Lala Asma, auprès de la communauté de Gallaudet. Je vous propose à présent de découvrir ce reportage. Le magazine Newslook a consacré un article spécial à la visite de Son Altesse Royale, la princesse Lala Asma, à l'université Gallaudet à Washington, D.C. Selon le communiqué de la Fondation, cette visite revêt une importance majeure, marquant une étape déterminante dans le renforcement du partenariat entre la Fondation Lala Asma et l'université Gallaudet, et constitue par ailleurs un symbole éloquent de la coopération internationale en matière d'éducation inclusive et d'accessibilité. Le reportage met en lumière l'ambition de ce partenariat qui vise à faire du Maroc le premier pays d'Afrique et du monde arabe à accueillir une université intégralement dédiée à la formation des étudiants malentendants, offrant un cursus académique complet de la petite enfance jusqu'au doctorat. À cette occasion, Son Altesse Royale a exprimé le vœu de voir émerger au Maroc une initiative similaire capable de garantir à la jeunesse malentendante l'égalité des chances dans l'accès à une éducation de qualité. Le magazine précise également que durant cette visite, Son Altesse Royale a assisté à une séance éducative réunissant de jeunes enfants malentendants et leurs parents, mettant en exergue l'approche du centre en matière d'acquisition précoce du langage et de participation parentale. Le modèle d'intervention précoce, présenté comme une innovation à transporter au Maroc, vise à soutenir le développement linguistique et social dès le plus jeune âge. Enfin, Newslook conclut en soulignant que l'engagement de Son Altesse Royale dans ce partenariat traduit sa volonté ferme de faire rayonner l'expertise de l'université Gallaudet à l'échelle internationale, à commencer par le continent africain où l'éducation inclusive représente encore un enjeu majeur. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les valeurs de justice sociale et de solidarité prônées par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Okay, great report in Newslooks magazine. Bonnie, Une excellente couverture de Newslook. Bonnie, l'un des éléments marquants relevés aux États-Unis dans ce qu'on désigne communément le soft power réside dans des initiatives similaires à celles annoncées à l'université Gallaudet. Or, nous observons aujourd'hui une tendance de l'administration actuelle à réduire l'implication dans certains secteurs de développement. Craignez-vous que cette orientation ne compromette les efforts en Afrique où des pays comme le Maroc jouent un rôle de plus en plus infirmé sur le plan humanitaire et éducatif? Mark, effectivement, j'ai des préoccupations. Mais je suis également convaincue que toute véritable croissance repose sur deux principes fondamentaux, la volonté et la résilience. Il était évident que l'aide étrangère ne serait pas une solution pérenne, ce qui a poussé de nombreux pays à élaborer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Aujourd'hui, ces nations sont plus aptes à concevoir leurs propres réponses plutôt que de se contenter de solutions préétablies par les donateurs. Cela contribuera à rendre ces solutions plus durables
Bien que cette transition ait pu surprendre certains, pour les pays qui ont longtemps misé sur l'autonomie, elle constitue une occasion en or. Who have been focused on self-reliance for a very long time, on many levels, they'll be looking at this, I hope, as a golden opportunity. Merci Bonnie. Mariam, pourriez-vous nous fournir un aperçu de certains projets humanitaires actuellement en cours au Maroc? Nous avons par exemple été témoins de la manière dont Sa Majesté le roi Mohammed VI a personnellement engagé ses fonds pour contribuer à la reconstruction après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le royaume, en plus de ses nombreuses contributions pour soutenir les victimes de la guerre à Gaza, parmi d'autres actions humanitaires. Quel impact cela a-t-il eu? Il est indéniable que, sous la direction éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la famille royale marocaine a joué un rôle central dans de multiples initiatives et projets. Parmi les instruments majeurs ayant contribué à cet engagement, on compte la Fondation Mohammed V pour la solidarité, qui a eu un impact déterminant dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, ainsi que l'Initiative nationale pour le développement humain, créée dans le but d'améliorer les conditions de vie et de réduire la pauvreté tant en milieu urbain que rural. Cependant, ce qui distingue véritablement le Maroc, au-delà des projets individuels, c'est la symbiose parfaite entre le trône et le peuple. Ce lien constitue une source précieuse et rare de stabilité dans la région. Permettant au Maroc de réaliser des investissements à long terme dans sa ressource la plus précieuse, sa population. Bien que le royaume ne dispose pas de vastes réserves pétrolières ou minières et que même les précipitations y soient limitées, le Maroc a fait le choix depuis son indépendance et plus intensément depuis le début des années 2000 d'investir dans son capital humain. Demandez à n'importe quel observateur international ce qui caractérise le plus le Maroc et il vous répondra sans hésiter que c'est cet investissement constant et déterminé dans son peuple. Chris, pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont les États-Unis pourraient exploiter à l'avenir le soft power de pays comme le Maroc afin de favoriser les accords de coopération similaires à celui-ci, susceptibles d'ouvrir de vastes perspectives aux populations nécessiteuses du royaume? Lorsqu'on évoque le concept de soft power, il est généralement admis qu'il est préférable que ce soit le gouvernement qui en soit l'acteur principal. Toutefois, ce n'est pas systématiquement le cas. Nous avons pu observer qu'une université et une fondation privée soutenue par la famille royale ont mis en place un programme qui s'inspire des initiatives gouvernementales. Il est évident que notre gouvernement procède à une réduction de certains programmes, tels que ceux de l'USAID. Bien que cette approche ne soit pas nécessairement celle que nous préconisons, il me semble qu'une opportunité se présente désormais pour d'autres acteurs de se manifester et de proposer des alternatives. Ces initiatives pourraient d'ailleurs se révéler plus innovantes et économiquement viables que celles que nous avons observées de la part de notre agence gouvernementale. Revenons maintenant à Bonnie. Nous avons évoqué l'intérêt croissant du Maroc pour le développement humain. Alors, en tant qu'ancienne responsable de l'USAID, quels conseils pourriez-vous offrir aux responsables marocains à cet égard? Je suis convaincue que l'avenir du Maroc est extrêmement prometteur. Grâce à la vision éclairée de la famille royale dont nous avons discuté, ainsi qu'à son engagement constant en faveur de résultats tangibles dans le domaine du développement humain, les évolutions se dirigent dans la bonne direction. Le Maroc se distingue également comme un leader en Afrique et au Moyen-Orient. L'administration Trump devrait renforcer cette amitié historique avec le Maroc et son peuple afin d'assurer la stabilité et la sécurité tant au Maroc que sur l'ensemble du continent africain. Merci Bonnie. Myriam, quels conseils souhaiteriez-vous adresser à nos partenaires au Maroc? Quelles actions pourraient-ils entreprendre pour développer et pérenniser ces projets, en dépit du recul du soutien américain à l'échelle mondiale?
Il convient de souligner que plus de 70 années de coopération entre le gouvernement des États-Unis et le Maroc, notamment à travers l'UCED et divers programmes, ont permis de poser des bases solides en matière de renforcement des capacités humaines au Maroc. C'est pourquoi je suis convaincue qu'il est dans l'intérêt mutuel des deux nations de poursuivre cette collaboration en plaçant le développement du capital humain au cœur des priorités, dans une perspective de développement durable, global et équitable. Je vous remercie, Myriam. Dans la seconde partie de cet épisode, nous aborderons la question ukrainienne, en particulier le fonds de reconstruction et d'investissement dans les minerais rares récemment annoncé entre Kiev et Washington. Alors, restez à l'écoute. Stay tuned, we will be right back. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Dans un développement majeur, les États-Unis et l'Ukraine ont conclu le 30 avril 2025 un accord historique instituant un fonds d'investissement destiné au rapatriement des actifs américano-ukrainiens. Ce partenariat confère aux États-Unis un accès prioritaire aux ressources minérales stratégiques de l'Ukraine, notamment le lithium et les minerais rares, tandis que les revenus générés seront consacrés aux efforts de reconstruction au post-conflit. Le fonds sera co-géré par les deux pays qui se partageront équitablement les bénéfices et les décisions stratégiques. Le président Zelensky a tenu à préciser que l'Ukraine conservera l'entière souveraineté sur ses ressources naturelles sans alourdir sa dette extérieure. Bien que cet accord ne constitue pas une alliance militaire formelle, il marque un tournant stratégique vers un partenariat économique à long terme, fondé sur la relance et la coopération. Nous accueillons à présent notre invité, le Dr Edmond Gharib, fidèle intervenant de notre émission. Merci d'être parmi nous, Dr Gharib. Chris, je voudrais vous demander quels éléments stratégiques ont conduit Washington et Kiev à privilégier un accord économique plutôt qu'une alliance de sécurité formelle à ce stade du conflit. Et lorsque le président Zelensky évoque un accord équilibré, en quoi cela se traduit-il concrètement dans le contexte actuel de guerre? Marc, comme vous le savez, nous diffusons depuis Washington avec la volonté constante de transmettre les faits avec rigueur, qu'ils soient porteurs d'espoir, comme ceux liés à la paix, ou qu'ils soulèvent des interrogations. Je souhaiterais à présent évoquer quelques questions concrètes. Comment cette initiative pourrait-elle se concrétiser? Combien de temps nécessitera sa mise en œuvre? Et surtout, quelle action le président Poutine pourrait-il entreprendre pour éviter une confrontation directe avec l'Ukraine, notamment dans un contexte où les États-Unis seraient impliqués, d'une manière ou d'une autre, dans l'exploitation minière. À mon sens, ces interrogations méritent d'être posées avant de saluer ce que certains considèrent déjà comme un premier pas vers la paix. Je suis très attentif aux analyses que nos deux invités ne manqueront pas de partager. Et comme vous aimiez le rappeler à l'époque où vous étiez à la Maison-Blanche, il nous faut garder une part d'optimisme. Mais cet optimisme ne doit pas occulter les nombreuses zones d'ombre qui subsistent encore. Ce que nous avons observé lors de la première rencontre entre le président Trump et le président Zelensky dans le bureau ovale ne s'est pas révélé concluant. Il était déjà question à l'époque de la création d'un fonds d'investissement, mais cette première initiative n'a finalement pas abouti. Edmond, selon vous, en quoi la mise en place de ce fonds aujourd'hui s'inscrit-elle dans une logique d'intérêt convergent? L'approche américaine plus globale vise à contrer l'influence croissante de la Russie et à freiner son expansion militaire en Europe de l'Est, une ambition que Vladimir Poutine semble poursuivre activement. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une évolution significative dans les relations entre les États-Unis et l'Ukraine, marquée par un recentrage sur la coopération économique, plutôt que sur la formation d'une alliance militaire, comme le souhaitait initialement la partie ukrainienne. Cette orientation traduit également une volonté de clarification stratégique de la part de Washington. À travers cette initiative, les États-Unis cherchent à
rassurer leurs partenaires, notamment en Europe de l'Est, sur leur engagement durable et à envoyer un signal fort de solidarité. Pour l'Ukraine, cet accord symbolise un ancrage à long terme avec les États-Unis. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un engagement militaire formel, l'assistance militaire devrait se poursuivre, du moins dans une certaine mesure, sauf en cas d'évolution géopolitique majeure qui viendrait en compliquer la portée. Par ailleurs, il est important de souligner que l'Ukraine a su préserver sa souveraineté. Rappelons qu'au début de la relation, le président Trump avait exigé de l'Ukraine le versement de 500 milliards de dollars pour couvrir les frais liés à l'armement fourni par les États-Unis, une demande mal perçue par Kiev à l'époque. La dynamique a depuis évolué vers un équilibre plus partenarial, même si des obstacles majeurs persistent. But this has changed now. Now this is sort of a balance. It's like it's a partnership L'un des défis réside dans le délai nécessaire pour extraire et exploiter les ressources minérales stratégiques, notamment les minéraux rares, ce qui pourrait s'avérer bien plus complexe qu'anticipé. D'autant plus que la Russie contrôlerait déjà entre 40% et 60% de ses ressources, selon certaines estimations, et pourrait étendre cette mainmise si le conflit perdure. Enfin, demeure une interrogation centrale. Le président Trump sera-t-il en mesure, le moment venu, de jouer un rôle déterminant dans l'instauration d'une paix durable entre l'Ukraine et la Russie? Bonnie Glick, le président Trump avait affirmé lors de sa campagne présidentielle qu'il mettrait un terme rapide au conflit. Or, les frappes se poursuivent, tandis que l'assistance à la reconstruction, qu'elle soit militaire ou humanitaire, reste indispensable pour l'Ukraine à court terme, malgré une baisse notable du soutien financier américain. Il apparaît néanmoins clairement que les États-Unis n'ont pas tourné le dos au peuple ukrainien. Alors, comment analysez-vous les perspectives à court et à moyen terme? Que peut-on raisonnablement attendre dans les semaines et les mois à venir? Marc, il me semble que la période à venir s'annonce particulièrement complexe. L'administration Trump semble adopter une posture pragmatique dans sa gestion du dossier ukrainien. Durant son premier mandat, le monde a connu une relative stabilité, marquée par l'absence de conflits majeurs. En revanche, sous la présidence Biden, les crises internationales se sont multipliées, de la débâcle en Afghanistan à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en passant par l'escalade à Gaza. Le président Trump a toujours inscrit son action dans la logique de l'intérêt national américain. À ses yeux, une implication prolongée dans la guerre russo-ukrainienne ne sert pas directement cet intérêt. Cependant, il reconnaît également que mettre fin au conflit est crucial, tant cette guerre représente un facteur de déstabilisation globale. Il accorde ainsi une grande importance à une résolution qui garantisse la souveraineté de l'Ukraine tout en consolidant ses liens avec les États-Unis. Dans cette optique, le soutien américain demeure un levier indispensable. Aborder ce conflit sous l'angle économique, plutôt que strictement militaire, constitue dès lors une approche stratégique. Elle permet de bâtir un consensus au sein de l'opinion publique américaine, dans un contexte marqué par l'inflation, les incertitudes économiques et les préoccupations liées à l'emploi. Edmond, nous avons pu observer, par exemple, la rencontre entre le président Trump et le président Zelensky lors des funérailles du pape François. Les deux présidents se sont salués de manière beaucoup plus chaleureuse qu'il y a un mois dans le bureau ovale. Nous sommes également témoins d'une compétition croissante entre les États-Unis et la Chine pour l'accès aux minerais stratégiques, notamment les minerais rares. La Chine intensifie ses efforts pour sécuriser ses ressources en Afrique, tandis que le secrétaire d'État Rubio, lors de sa récente visite sur le continent, a annoncé un nouvel accord portant sur les terres rares avec plusieurs pays africains. Pouvez-vous nous éclairer sur cette évolution vers un modèle de développement axé sur l'investissement plutôt que sur des alliances militaires, et quels risques sont associés à une telle dynamique? Well, actually, that's a very good point that you're raising, because there is this economic flexibility now that we see on the part of the administration. Vous soulevez un point pertinent car nous constatons effectivement une certaine flexibilité économique de la part de l'administration. La question américaine ne se limite pas à une approche militaire, mais s'oriente davantage vers une coopération économique qui permettrait de tirer des bénéfices pour les deux parties
parties, tout en facilitant la reconstruction de l'Ukraine, notamment grâce aux revenus issus de l'exploitation des terres rares. Ce modèle renforce également la résilience de l'Ukraine face à la pression russe à long terme, surtout si un accord mutuellement acceptable échappe aux négociations. Il met en avant l'importance du développement économique, un message qui peut s'adresser à d'autres acteurs internationaux. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que le président Trump, bien qu'homme d'affaires, négociateur et tacticien avisé, n'est pas nécessairement un stratège. C'est un élément qui mérite d'être pris en considération. Son approche se concentre parfois sur des objectifs immédiats, l'une de ses priorités étant de parvenir à la paix, en cherchant à affaiblir les liens croissants entre la Chine et la Russie. Cela fait suite, selon lui, à l'une des plus grandes erreurs stratégiques commises par les États-Unis, notamment sous la direction des présidents Nixon et Kissinger, qui pensaient que les relations entre l'Amérique, la Chine et la Russie devraient toujours être plus favorables à l'une qu'à l'autre. Or, la politique menée par les États-Unis et l'Europe occidentale a, dans une certaine mesure, poussé la Chine et la Russie à resserrer leurs liens, ce qui représente un défi majeur pour les États-Unis. La question reste donc de savoir comment l'administration actuelle compte gérer cette situation. Si elle parvenait à négocier un accord de paix rapide et équilibré, cela constituerait une grande réussite pour le président Trump. Je vous remercie, Dr Harib. Alors avant de poursuivre notre échange, je vous propose de suivre un reportage sur l'accord conclu entre les États-Unis et l'Ukraine. Dans ce qui est présenté comme un tournant stratégique dans les relations américano-ukrainiennes, Washington et Kiev ont annoncé le 30 avril la signature d'un accord historique instituant un fonds d'investissement dédié à la reconstruction de l'Ukraine en soutien aux efforts de redressement post-conflit. Ce partenariat accorde aux États-Unis un accès prioritaire aux ressources naturelles essentielles de l'Ukraine, telles que le lithium et les minéraux rares, en contrepartie d'investissements directs destinés à financer des projets de reconstruction sur le territoire ukrainien. La gestion du fonds sera assurée conjointement par les deux parties, selon un modèle de gouvernance partagé avec une répartition équitable des revenus et des décisions. Le président Volodymyr Zelensky a réaffirmé que l'Ukraine conservera l'entière souveraineté sur ses ressources, précisant que l'accord n'entraînera aucune dette supplémentaire pour le pays, mais constitue au contraire un nouveau cadre de coopération équilibré dans le contexte de l'après-guerre. Pour sa part, le secrétaire au Trésor des États-Unis a salué l'initiative comme une avancée majeure dans les partenariats internationaux pour la reconstruction, signalant une possible inflexion de la politique américaine d'un appui militaire direct vers un engagement économique durable au service de la stabilité de l'Ukraine et de la région. Cet accord intervient dans un climat de forte compétition mondiale autour des ressources stratégiques, notamment face à l'activisme croissant de la Chine, conférant à cette initiative une portée géoéconomique significative, dépassant largement le cadre ukrainien. Bonnie Glick, Bonnie Glick, forte de votre vaste expérience en tant que directrice exécutive de l'Agence des États-Unis pour le développement international, j'aimerais vous inviter à réfléchir aux actions prioritaires à entreprendre dans les zones en crise telles que l'Ukraine. Au-delà des aspects strictement opérationnels, il est essentiel de prendre en compte l'ampleur des défis humanitaires ainsi que les répercussions psychologiques et sociales considérables aggravées par plus de 2 années d'intervention militaire russe. De toute évidence, les besoins restent immenses et le chemin à parcourir est encore long. Il ne fait aucun doute qu'un immense travail reste à accomplir pour permettre à l'Ukraine de retrouver une situation où les citoyens puissent s'épanouir, où les enfants fréquentent de nouveau l'école et où l'économie renoue avec la croissance au lieu de se contracter. Comment un pays peut-il se relever d'une guerre aussi dévastatrice ? La reconstruction, tant matérielle que morale, est un impératif urgent pour l'Ukraine et son peuple. La véritable question est la suivante. Comment surmonter sur le plan psychologique les traumatismes d'un conflit d'une telle violence ? Cela peut sembler secondaire à première vue, mais c'est une réalité incontournable.
Les Ukrainiens doivent avancer, souvent parce qu'ils n'ont tout simplement pas d'autre choix. Le pays a déjà résisté à l'agression russe lors de l'annexion de la Crimée en 2014 et au déplacement massif de population. Aujourd'hui encore, les Ukrainiens font face aux conséquences d'exactions insoutenables. Assassinats, bombardements, viols systématiques, enlèvements d'enfants. Il s'agit de violences d'une cruauté inédite, qui laissent des cicatrices profondes. Et pourtant, ils avanceront. Ils porteront cette douleur, ces souvenirs, mais ils se relèveront. Et c'est là l'espoir ardent, presque sacré, qui anime le peuple ukrainien. Edmund, le représentant du département du Trésor américain a qualifié ce fonds d'investissement d'avancée majeure dans les approches contemporaines de reconstruction. Il s'agirait selon lui d'un modèle innovant, potentiellement reproductible ailleurs. Lors d'une conférence de presse, le président Trump et le premier ministre israélien Netanyahou ont évoqué l'avenir de Gaza, exprimant leur volonté de transformer cette région en une station balnéaire exemplaire. L'Égypte explore actuellement des pistes de financement pour concrétiser ce projet, tandis que la Jordanie a également évoqué la possibilité d'y contribuer à travers des initiatives de reconstruction. Dès lors, peut-on envisager que ce modèle soit étendu à d'autres régions en crise? Basically, if you adopt a policy that's going to be beneficial to the sides, both sides, or multiple sides, if they're involved. Fondamentalement, l'adoption d'une approche fondée sur le principe du gagnant-gagnant constituerait, selon moi, une démarche judicieuse et potentiellement exemplaire. Le président Trump a tout au long de sa campagne exprimé sa volonté de mettre un terme au conflit interminable et il semble aujourd'hui s'orienter concrètement dans cette direction. L'accord récemment conclu avec l'Ukraine illustre cette volonté. Il témoigne de l'engagement des États-Unis à œuvrer pour la fin des hostilités tout en garantissant à l'Ukraine la possibilité de préserver son indépendance et sa souveraineté, comme l'a souligné Bonnie il y a quelques instants, et de se reconstruire sur des bases solides. Cet engagement envoie également un message rassurant aux autres nations, attentives aux actes et aux choix stratégiques de Washington. Par ailleurs, cet accord comporte d'autres éléments notables. Les États-Unis ont exprimé leur soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, une orientation qui n'a pas suscité d'opposition majeure de la part de la Russie. En revanche, Moscou reste fermement opposé à une intégration de Kiev à l'OTAN, perçue comme une problématique d'une toute autre nature. Ainsi, une certaine souplesse apparaît dans l'approche américaine qui semble chercher un équilibre entre les intérêts divergents des différentes parties. Si cette logique de compromis se confirme, elle pourrait bien servir de modèle constructif pour la résolution d'autres crises internationales. Chris, l'accord conclu entre les États-Unis et l'Ukraine accorde à Washington un accès privilégié aux ressources ukrainiennes en terres rares. Alors, à votre avis, cette disposition est-elle susceptible de susciter des tensions ou des préoccupations chez les partenaires européens? Je pense que la priorité des Européens est avant tout le retour à la paix. Ils souhaitent avoir l'assurance que cette guerre touche à sa fin, que la Russie a été freinée dans son expansion et que la sécurité de leur nation est garantie. Tel est le cœur de leurs préoccupations. Par ailleurs, comme nous l'avons évoqué, l'exploitation effective de ces ressources en terres rares nécessitera du temps. Leur extraction dépend d'une infrastructure adéquate. Or, celle-ci a été en grande partie détruite en Ukraine et devra être reconstruite. L'émergence de tensions liées à un sentiment de favoritisme à l'égard des États-Unis pourrait survenir, mais cela n'est pas certain. L'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'Union européenne pourrait faciliter certaines dynamiques, bien qu'elle demeure à ce stade peu envisageable. Enfin, les membres de l'Union européenne et nos alliés de l'OTAN attendent avant tout des États-Unis qu'ils jouent un rôle actif dans la recherche d'une solution durable à ce conflit et dans la neutralisation de la menace que représente Vladimir Poutine pour l'ensemble de la région. Bonnie Glick, à votre avis, quelle direction pourrait prendre ce conflit dans les prochains mois? Pensez-vous qu'il existe une perspective réaliste d'accord susceptible de mettre un terme aux hostilités et d'ouvrir la voie à une phase de reconstruction et de développement durable de l'Ukraine? Le président Poutine a récemment annoncé un cessez-le-feu de 3 jours à l'occasion de la commémoration de la victoire sur le nazisme prévue plus tard ce mois-ci. Toutefois, une trêve aussi brève ne saurait constituer une véritable démarche vers la paix. Beaucoup reste à faire, tant de la part des États-Unis que des parties directement impliquées dans le conflit.
Il ne faut pas oublier que les Russes, tout comme les Ukrainiens, souffrent de l'usure d'une guerre prolongée, sans perspective de résolution claire. Cette initiative représente néanmoins une occasion de marquer symboliquement la volonté de paix en déclarant « Nous accueillons favorablement un cessez-le-feu. Nous souhaitons honorer nos victoires nationales. » Il faut espérer que l'influence de Poutine sur la scène intérieure commence à s'éroder, une évolution qui ne dépend pas uniquement des États-Unis, mais qui devrait aussi être portée par les Européens et d'autres acteurs de la communauté internationale. Nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode de votre émission depuis Washington. Nous espérons que l'épisode a retenu votre attention et suscité votre intérêt. N'hésitez pas à soutenir notre émission en nous suivant sur les différentes plateformes de médias TV, sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier nos invités, Bonnie Glick, Myriam Brittel et le docteur Edmond Rarib. Sans oublier les précieuses contributions de notre chroniqueur, Chris Lapetina, et notre correspondante Shorok Diab. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode depuis Washington.